Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée L'incroyable histoire des rois du Dahomey. En effet, je vous propose un enregistrement de plus que j'ai capté au Bénin à la fin de l'année 2018 et qui nous récapitule tous les rois qui ont pu exister depuis la création du royaume du Dahomey et le rôle qu'ils ont joué pour ce royaume. Donc voilà les amis, bonne écoute. N'hésitez surtout pas à partager ces éléments d'histoire africaine précieux autour de vous. Donc partagez un maximum cette vidéo. Merci et bonne écoute. Bon, ici, à l'hôtel Bercail, nous allons expliquer les fresques. Et on va commencer par ce fresque-là. Ça, ce n'est pas un roi. Ça, c'est un vaudou qui s'appelle Daguessou. C'est comme le monsieur qui décide du jour et de la nuit. C'est un vaudou qui décide du jour et de la nuit. Vous allez voir que dans sa main tendue en avance, il y a le signe du soleil, qui est un disque solaire. Il y a le disque solaire. Donc, selon l'entendement des Dahomey de l'époque, il y a un dieu que personne ne connaît qui décide du jour. Et ils l'ont matérialisé comme ça. Et donc, quand il fait ça, il fait jour. Et quand il fait ça, c'est la nuit. Donc, le monsieur est un unipode. C'est-à-dire, il marche sur un seul pied. Et il sautille selon l'imagination des gens de l'époque. Donc, voilà. Il fait comme ça fait jour avec le soleil. Et il fait comme ça. Et si cette main passe en arrière, c'est la nuit. Et c'est ça, c'est la lune, représentée par la nuit. Donc, on va quitter celui-là. Maintenant, on va commencer par expliquer. Ça, c'est le vaudou d'Aguessou qui décide du jour ou de la nuit, selon l'entendement et la compréhension des Dahoméens de l'époque. Voilà ce que ça veut dire. Ici, vous êtes devant le roi Gagné Hessou. Gagné Hessou, vous allez voir, on n'a pas mis une date devant lui, parce que quand lui n'a pas dirigé un royaume, nous étions encore à l'époque de tribus. Notre tribu a fraîchement quitté le Togo et est venue stationner un peu, faire un transit dans le royaume de Alada. Et quand on est venu d'Alada, on est venu à Abomey. Et lui, il était censé prendre le trône. Et pour prendre le trône à l'époque, il fallait retourner à Alada, faire les cérémonies de trône, avant de retourner à Abomey prendre le trône. Mais avant que lui, il ne finisse sa cérémonie de Alada et revenir à Abomey prendre le trône, le royaume, les tribus s'étaient installées et dans la ville voisine de Boycon. Ce n'était pas encore Abomey. Et il a été évincé du pouvoir par son jeune frère que nous allons voir tout à l'heure là. Et lui n'a pas régné. Et quand il est revenu avec tous les sacrifices d'un roi, on a voulu le maintenir dans la lignée des rois, mais il n'a pas régné sur un trône. Il a pris pour emblème le tam-tam. Il a dit, bien que je ne sois pas devenu roi, mon nom va résonner comme résonne un tam-tam. Voilà. Et il a pris cet emblème, l'emblème du tam-tam. On va venir ici. Donc, je disais que le premier a été évincé du pouvoir par son jeune frère. Le jeune frère, lui, il a pris le nom d'Ako Donou. Lui, il a vraiment régné sur la tribu toujours. La tribu restée à Huawei, qui est devenue aujourd'hui Boycon. Dako Donou a régné aussi sur une tribu, la tribu venue du Alada, qui s'était installée à Huawei. Huawei est devenue aujourd'hui une grande ville qu'on appelle Boycon. Donc, la tribu était à la porte d'Abomey et non dans Abomey. Donc, lui, il a évincé son grand frère du pouvoir et lui, il a pris le pouvoir sous le nom de Dako Donou. Pourquoi Dako Donou? Vous allez voir une petite jarre et puis la jarre d'indigo. La jarre d'indigo et le briquet qui permet d'allumer quelque chose, et une pipe peut-être. Voilà. Lui, Dako Donou, avant de prendre le pouvoir, il y avait des rivalités sur place. Il y avait les propriétaires terriens toujours. Un de ces propriétaires terriens s'appelait Donou. Donou, à Degny, Donou. Donc, lui, Dako, prince venu d'Alada,
avec la tribu des gens venus d'Alada, pour asseoir son pouvoir, devait éliminer le propriétaire terrien. Donc il a tout fait pour tuer le propriétaire terrien d'Onou et a renversé sa jarre d'indigo. Et enfin on dit, d'accord ou Donou ba zozembli. Oh, d'accord ou Donou ba ho zembli. Donc indigo ça veut dire aro, l'indigo en français ça veut dire aro. D'accord ou Donou ba ho zembli. Donc Dako a tué le propriétaire terrien d'Onou et sa jarre d'indigo s'est renversée. Donc lui, il a pris le symbole de la jarre d'indigo renversée et d'un briquet. Ce symbole-là est attribué à tous les rois parce que l'épée symbolise le pouvoir. Dans la plupart des traditions du monde, l'épée symbolise le pouvoir. Donc on met l'épée. Puis le roi du Dahomey aussi, nous sommes des rois belliqueux, nous sommes un peuple belliqueux. Nous aimons la guerre, nous aimons la confrontation. Donc, tout roi du Dahomey doit avoir un instrument de guerre à côté de lui. Parce que nous sommes un peuple belliqueux. Voilà, on va quitter. Nous sommes maintenant devant le fondateur du royaume. Maintenant, le royaume a commencé par être fondé maintenant. C'est au niveau du troisième roi qu'on a fondé un royaume maintenant. Ce n'est plus une tribu. Parce qu'il y avait plusieurs tribus qui se combattaient. Vous avez vu là-bas, il fallait tuer le propriétaire terrain d'abord. Mais on a commencé par créer un royaume. Avec ce monsieur qui s'appelle Wegbe Adja. Wegbe Adja, pourquoi? On dit, le poisson qui a échappé à la nasse n'y retourne plus. Wegbe Adja, Mayadja. Pourquoi? Parce que sa propre famille n'a pas voulu de lui comme roi. Donc, il a échappé aux intrigues de sa famille et il a quitté la tribu, resté à Huawei, pour s'installer sur le plateau d'Abomey. Donc, c'est sa manière à lui d'échapper aux intrigues de la famille. Il a choisi comme emblème le poisson et la nasse. Ça veut dire, le poisson a échappé à la nasse. Et vous allez voir, le poisson a pris le sens contraire de la nasse. C'est-à-dire, vous ne voyez pas un poisson qui est prêt à rentrer sous la nasse. D'accord? Le poisson qui est sorti de la nasse, qui est en train de survoler la nasse, ça veut dire que le poisson a échappé à la nasse. Ça a deux significations. C'est-à-dire, je suis libéré des intrigues de ma famille même, et j'ai quitté le lieu d'installation de la tribu pour venir sur une nouvelle terre, à côté toujours, c'est la terre d'Abomey. Donc, j'ai échappé aux intrigues. Il est venu, c'est lui qui a institué le royaume avec les 41 lois. Comme les Africains n'écrivaient pas, on n'avait pas vite connu l'écriture. Nous n'avons pas développé notre écriture qu'on a connue en Égypte. On a connu l'écriture en Égypte, les hiéroglyphes. Donc, une forme de hiéroglyphe était utilisée par les rois d'Abomey, par le peuple du Dahomey, avec les fresques. On symbolise les choses, au lieu de les écrire, on fait un symbole de la chose, et tout autour de ce symbole, on définit toute la chose. Donc, notre manière d'écrire, c'était de faire des fresques. Et c'est ce que je suis en train de faire. Tout prince d'Abomey, devant un fresque, peut dérouler l'histoire. C'est ce que je suis en train de dérouler, malgré moi. Parce que vous parcourez un fresque, vous devez dire l'histoire qui suit. Donc, vous allez voir ici une calebasse posée sur deux feuilles. Les feuilles, c'est des feuilles d'hysope. Les feuilles d'hysope, devant chaque temple vaudou et devant chaque palais, il y a un arbre d'hysope. Il ne peut pas avoir de vaudou sans hysope. Vous allez voir dans la Bible, même dans le psaume 51 de la Bible, il y a l'hysope, la présence de l'hysope. Donc, à l'époque, c'était un arbre, une plante qui avait une haute vertu spirituelle. Donc, la calebasse est censée contenir les lois. Les 41 lois. Vous n'allez jamais voir ces lois-là écrites quelque part où voilà les Africains qui ont écrit une constitution de 41 lois. Non. C'est après que nous les avons transcrits quand le monde est devenu moderne. Parce que c'est un précepte de la société, les codes qu'on devait respecter dans la société. Et on suppose que tous ces codes-là sont contenus dans cette calebasse-là. Et cette calebasse-là,
cette calebasse a une grande valeur dans notre civilisation. Dans notre civilisation. Et on a dit, ça dit la calebasse fermée du roi Wegbaja que personne ne devra ouvrir. Si tu veux affronter un Abomey, ou bien tu veux affronter un prince d'Abomey, ou bien tu veux affronter un roi d'Abomey, ou bien tu veux affronter un chef vaudou d'Abomey, tu dis, maintenant, Wegbaja Kao. Ça dit, nous allons ouvrir la calebasse du roi Wegbaja. Quand tu dis ça, c'est un affront. On peut t'attaquer spirituellement, comme on peut t'attaquer physiquement. Donc, maintenant, Wegbaja Kao, ça veut dire, nous allons mettre à nu votre secret. Dire ça à un prince d'Abomey, ou bien à un dignitaire d'Abomey, c'est de l'affronter verbalement. Donc, on peut t'attaquer spirituellement, comme on peut t'attaquer physiquement. Donc, c'est lui qui a institué les 41 lois qui ont fondé le royaume de Dahomey. Donc, notre royaume a été fondé sur des lois. Donc, avant l'arrivée des Blancs, nous, on avait notre constitution. Et c'est lui qui a défini la devise du royaume. C'est lui qui a dit, le royaume de Dahomey doit constamment s'agrandir, doit constamment être puissant et doit constamment être riche. Donc, il a laissé ces trois objectifs-là à tous ses prédécesseurs qui devaient être toujours un de ses enfants. L'enfant à son enfant, la succession doit passer de lui, de père en fils. Donc, celui-ci, il est le successeur au Wegbaja, un des enfants directs du roi Wegbaja. Je ne sais pas s'il est l'aîné. Je ne veux pas dire des mensonges. Parce qu'il y a aujourd'hui le chef de la lignée de Wegbaja s'appelle les Agbohesu. Mais celui-là, il est roi. On peut être roi sans être fils aîné. Mais celui-ci, il est parvenu au pouvoir à l'âge très avancé. Je vous avais parlé hier ou bien avant-hier d'un monsieur qui est venu au pouvoir très vieux et qui a dit que c'est petit à petit que le caméléon parvient au sommet de l'arbre. C'était lui. Tous les rois avaient plusieurs emblèmes. L'emblème de ce monsieur, de ce roi, c'est le caméléon et aussi le sanglier. Pourquoi le sanglier? Le sanglier ou bien le cochon a toujours la tête baissée sur le sol. Ça veut dire que nos ennemis doivent toujours garder la tête baissée devant le Dahomey. Les ennemis du Dahomey doivent toujours garder la tête baissée devant le Dahomey. Si le jour où le cochon ou bien le sanglier va soulever sa tête, c'est qu'il a la tête, la gorge coupée. Le jour où on voit le sanglier ou bien le cochon, la tête en haut, c'est le jour où on veut l'égorger. Donc si un ennemi veut oser nous regarder en face, il risque d'être égorgé. Donc les ennemis doivent toujours garder la tête baissée devant le royaume de Dahomey pour ne pas risquer d'être égorgé. Donc c'est un nom fort. Un autre de son emblème, c'est le caméléon qui veut dire « Je suis venu au pouvoir vieux, mais je vais grimper petit à petit les règnes du pouvoir et parvenir au sommet du pouvoir. » C'est ça, il n'y a pas ce caméléon-là ici. Mais vous allez voir dans d'autres de ces emblèmes, si vous voyez, dans les armoiries, dans les emblèmes du royaume, un caméléon, il faut toujours penser à ce monsieur. Il s'appelle la Kaba. Ça, le caméléon est lié à son âge avancé. C'est des Kaba, ouais, Kamanolia, Houtin. Ça, c'est son nom fort que tout le monde connaît. C'est là où il a tiré son nom, Akaba. Des Kaba, ouais, Kamanolia, Houtin. Mais ceci-là, c'est pour faire peur à ses ennemis. Vous voyez, je suis vieux. Bien sûr, je suis parvenu au pouvoir à l'âge de vieillesse. Mais si vous osez nous regarder de face, nous allons vous égorger. Donc, chers ennemis, gardez la tête baissée comme les sangliers, comme les cochons. Vous allez voir sur son armoire aussi, ce signe en bas, je n'ai pas fini. Le signe en bas là, au Dahomey, c'est le signe des jumeaux. Les jumeaux. Je vais vous parler de ces jumeaux-là tout à l'heure. Après, c'est celui-là dont je vous parlais, qui était dans une guerre avec des envahisseurs. Et pendant la guerre, ces envahisseurs étaient venus. Je ne parle pas de celui-là d'abord. Hein. Avant celui-là, je parle de quelqu'un que je vais vous dire maintenant. Les envahisseurs étaient venus avec les épidémies de rougeole. Et en combattant ces ennemis,
Ce monsieur, il a pris la rougeole, il a été contaminé, et il est mort de la maladie de la rougeole, à Kaba. Mais c'est un jumeau. Je vais vous montrer le signe des jumeaux maintenant. Il a une sœur jumelle qui s'appelle Tassi Hangbe. Elle a dit, d'accord, mon frère est un roi, il est mort, et dans la tradition africaine, dahoméenne, tout ce qu'un frère jumeau fait, l'autre frère jumeau peut le faire. Donc lui, il a pris en même temps la succession de son frère, elle a continué la guerre. Mais comme elle a pris les rênes du pouvoir, les Africains sont des machos un peu, vous m'excusez, on n'aime pas trop le pouvoir des femmes. Les hommes ont refusé de lui obéir. Elle est allée chercher les femmes qui faisaient la chasse aux éléphants et aux buffles. Parce que dans le royaume de Dahomey déjà, il y avait des femmes qui faisaient la chasse aux buffles et aux éléphants. Elle est allée voir ces femmes-là pour leur dire, d'accord, les hommes ont refusé de m'obéir. Alors venez vous joindre à moi pour qu'on finisse la guerre. Et c'est comme ça que Tassi Hangbe a institué le corps des Amazones. On n'a pas mis son emblème là. Normalement, il doit être au milieu là. On n'a pas mis son emblème parce qu'on n'aime pas trop les femmes. Maintenant, c'est son petit frère. Parce que quand on finit de faire les jumeaux, il y a quelqu'un qui vient toujours après les jumeaux qu'on appelle les Dossou. Normalement, on devait écrire ici Dossou Agaja. Dossou Agaja. Mais on a simplifié, on a mis seulement Agaja. Son signe, c'est le bateau. Avant de venir au pouvoir, lui, il a vraiment harcelé sa grande sœur, qui était une femme. Il a harcelé sa grande sœur, qui était une femme, jusqu'à ce que sa grande sœur était obligée de démissionner. Et il a pris le pouvoir. Il a fait les cérémonies de Dossou, il est devenu Dossou, bon, d'accord. Et puis lui, il a fait de son objectif la prise de Ouida. Ouida n'appartenait pas au royaume. Quand il y avait les autres prédécesseurs, Ouida était un royaume de Houida. Et c'est pour dire Houida que les Occidentaux ne commençaient pas à dire Ouida. Sinon, c'était Houida. C'était un royaume fondé par l'ethnie Houida. Mais ils étaient comme ils ont la côte, ils faisaient le commerce avec les Blancs. Ils étaient plus riches que ce monsieur Agaja. Donc, nous là, vous m'excusez, nous les princes d'Abomey, on n'aime pas la défaite. Nous sommes contre la défaite. On ne nous vainc jamais. Si vous avez affaire avec nous et que vous avez vaincu la première mi-temps, vous attendez à ce qu'à la seconde mi-temps, on va vous vaincre. Donc, lui, quand il veut venir, vous avez vu le drapeau béninois d'aujourd'hui, le drapeau dahoméen d'alors, c'était ça. Le drapeau dahoméen d'alors, c'était ça. Vous allez voir, quand on veut faire les cérémonies de Wagezo, on met le drapeau du Bénin d'aujourd'hui et ce drapeau aussi bleu-blanc. C'était notre drapeau d'ailleurs, on avait un drapeau. Donc bref, donc c'est quoi le truc? Lui, il a dit, il faut prendre nécessairement Ouida pour que le Dahomey puisse respirer. Le Dahomey doit avoir un nez qui lui permette de respirer le vent de la mer. Respirer le vent de la mer, ce n'est pas de manière physique et littérale comme vous pensez. Respirer le vent de la mer, c'est de profiter des bienfaits que ces blancs-là amènent dans le royaume et que le peuple Houida seul profitait. Donc il faut intégrer ce peuple Houida dans le royaume en prenant le port de Ouida. Et c'est comme il est arrivé à prendre le port de Ouida qu'on a symbolisé son emblème par un bateau. On dit en fond, Agaja Huhoto. Hu, ça veut dire mer. Il a gagné la mer. Et ce qu'on voit sur la mer, c'est un bateau. Et donc, en symbolisant un bateau, en dessous, un peu de mer, on dit Agaja Huhoto, il a gagné la mer. Il a aussi appelé Agaja le conquérant. Parce que c'est lui qui a fait beaucoup plus de conquêtes territoriales. C'est lui qui a étendu le royaume vers le sud. C'est lui qui a pris Ouida, Savi, Tori, Godomé, Calavi, c'est tout. C'est lui qui a conquis tout le sud juste pour avoir un accès, donner un accès au royaume sur la mer. Donc, Agaja Huhoto. Il a été aussi l'unificateur parce que quand les autres royaumes se battaient entre eux, lui vient jouer l'unificateur, le sapeur-pompier. Hein? Et en les unissant, après, il les montre l'un contre l'autre. On l'appelle aussi Agaja l'unificateur. Hein? Agaja l'unificateur. C'est lui qui a créé maintenant le service d'espionnage. Parce que pour prendre le royaume de Ouida, là, c'était pas facile. Parce que le royaume de Ouida était plus armé militairement que le royaume d'Abomey à l'époque, qui était une tribu qui avait juste des armes de chasse, fusils de chasse. Donc, pour
intégrer Ouida, il fallait prendre des armes modernes des Européens de l'époque. Donc, il a créé le service d'espionnage. Par sa fille aînée, la princesse Nangézé, et sa fille qu'il a donnée en mariage au roi de Ouida de l'époque, qui avait son siège à Savi. Il a donné sa fille Nangézé au roi Savi, au roi Khoufon, le roi de Ouida de Savi s'appelle Khoufon. Khoufon, ça veut dire la mer s'est levée. D'accord? Il a donné sa fille. Et à sa fille, il a donné les techniques de faire une carte. C'est-à-dire, on peut faire le plan d'une vie sur un petit tissu qu'on envoie à son papa. Ou bien, le roi de sa vie nous vendait des armes, mais sans gâchette. Donc, il a dit à sa fille, ce monsieur a dit à sa fille, il faut préparer le liot. Le liot, c'est notre pain. Le pain national fabriqué avec du maïs en boule. C'est une boule d'Akassa. Il dit à sa fille, en m'envoyant du liot à Abomey, on prépare le liot à sa vie. Pour envoyer ce liot à Abomey, il faut mettre des gâchettes dans le liot. Donc, les gâchettes venaient. Et donc, la princesse préparait du liot à sa vie. Dit, je vais envoyer ça à mon papa, le roi d'Abomey à l'époque. Et on envoyait le liot avec les gâchettes. Et petit à petit, les gâchettes sont revenues. Agadia a placé les gâchettes dans un fusil. Il a dit à sa fille, il faut mettre de l'eau dans les poudres à canon de ton mari, le roi de Ouida. La fille a fait ça un jour, on a déclaré la guerre et sa vie a été prise, Ouida a été pris en quelques jours de combat. Le mot que je vais dire ici, parce qu'il ne faut pas quitter ce monsieur sans parler de quelque chose, à son époque, on faisait beaucoup de guerres parce que le royaume d'Oyo du Nigeria était déjà installé avant le royaume de Dahomey, était plus puissant que nous. Donc, le royaume de Nigeria, apprenant qu'il y a un nouveau royaume qui est né à ses côtés, qui commence à s'agrandir, veut engloutir le Dahomey. Lui, il a fait la guerre à ce royaume de Nigeria, Oyo, et il a perdu cette guerre. Et les gens d'Oyo sont venus envahir Abomey. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il a créé le service d'espionnage. Avant, on enterrait le roi, on savait où on a enterré un roi, mais à partir de lui, on voit la tombe d'un roi, mais il n'est pas à l'intérieur, le roi est ailleurs. Et lui, il a perdu la guerre contre les Yoruba d'Oyo, et c'est à partir de ce monsieur-là que le Dahomey devait payer toujours des tribus au royaume d'Oyo. Mais les gens d'Oyo ont réclamé son enfant, un de ses enfants les plus intelligents. On va aller sur cet enfant-là et vous allez le voir. L'enfant qui est devenu roi après. D'accord, donc je vais parler. J'ai fait une transition tout à l'heure et ça concerne ce monsieur. C'est pourquoi il était important de faire cette transition-là. Quand on a perdu la guerre contre les Yoruba d'Oyo, du Nigeria, ils ont commencé par réclamer beaucoup de tribus. Le Dahomey devait payer 41 femmes au royaume du Nigeria, 41 jeunes hommes, des vaches, tout ce qui est précieux. Mais dedans, ils ont réclamé un prince. Ce prince-là se trouvait être celui-ci à l'époque. Il a dit, parce que quand le roi Agadia est arrivé à fuir d'Abomey, et aller un peu dans les régions du Grand Popo, dans la marée, ils sont rentrés dans l'eau jusqu'à un certain niveau. Je vais vous dire que nous sommes un peuple belliqueux. On n'accepte pas la défaite. Donc, comme le roi Agadia a constaté que les Yoruba voulaient vraiment prendre le dessus sur nous, il a commencé à prendre la vie de chaque prince. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas connaître la honte? Et chaque prince a commencé par faire une proposition. Il faut se rendre au Yoruba. D'autres a dit il faut aller se noyer tous ensemble. Et lui-même, le roi, a dit d'accord. Avant de faire ce que vous avez dit, je vais demander l'avis de mon plus jeune prince. Il a demandé l'avis de ce monsieur. Et ce monsieur a dit, papa, attention, si nous allons nous tuer tous, on n'aura plus le temps de venger après et de devenir plus fort. Et que lui, les Yoruba ont réclamé ce prince qui a donné cette idée. Et il a dit d'accord, il est volontaire, il va partir au pays Oyo. Et il est vraiment allé au pays Oyo. Et c'était pour lui la manière de remercier, d'éviter que le royaume se finisse sous le règne de son père. Il allait se donner. Mais arrivé au pays d'Oyo, on a mis ici, sous cet emblème-là, un tas d'igname. Au pays Yoruba d'Oyo, on cultive beaucoup l'igname. Les Nago cultivaient beaucoup l'igname. Et on a envoyé dans un champ d'igname pour cultiver l'igname au roi Oyo, au roi ennemi. Il a dit, c'est d'abord là, il a tiré son nom. Tegbe Soussou, ça veut dire Tegbe Soussou.
l'igname a refusé de pousser. Pourquoi il a dit ça? Il a dit, si moi, prince de Dahomey, je vais cultiver dans le champ du Yoruba, alors le champ de Yoruba, le champ d'igname va remplir d'herbes sauvages. Il a dit, nous n'y. Il a donné son nom faible, que je ne me rappelle plus. Tienale, ayon aussi gléo, ayon intégré dans Gbessou. Vous devez pas comprendre ça en français. Il a dit, le champ d'igname du Yoruba sera rempli d'herbes sauvages. Donc, il a refusé de cultiver leur champ. Il ne mangeait pas chez eux. Il ne buvait pas chez eux. Mais comment il faisait? En partant, son papa lui a fait une petite cicatrice sur ce doigt-là. Il a dit, mon fils, si tu as faim, mets ce doigt-là en bouche. Et tu es rassasié. Si tu as faim, mets ton doigt-là dans la bouche. Et si tu as soif aussi, mets le doigt là dans la bouche et tu es satisfait de l'eau. Ne couche jamais avec les femmes. Si tu peux ne pas boire, ne pas manger avec eux, ne pas coucher avec les filles, tu vas revenir sain et sauf. Et il a donné, et c'est là-bas, lui-même, il a fait la recherche d'une feuille. Et la feuille, tout le monde connaît cette feuille-là, aujourd'hui on appelle Tegbesouma. Pour faire des rituels de haut niveau, tout le monde connaît la feuille qu'on appelle Tegbesouma. La feuille du roi Tegbessou. Donc, quand il a refusé de cultiver dans les champs, il fallait quand même qu'il mange. Donc, il mettait cette feuille-là aussi dans la bouche. Ce n'est pas l'igname, hein. Il y a une feuille qui n'est pas ici, que nous connaissons tous, qu'on appelle Tegbesouma. Donc, quand il met ça dans la bouche, il mange. Il est satisfait de tout. Et il n'est plus vulnérable, il est invulnérable à tout sortilège, à tout mauvais sort, à toute attaque spirituelle comme physique. Donc, ce Tegbesouma aujourd'hui est devenu une feuille forte que la famille princière utilise. Les Béninois aussi ont commencé par utiliser. Tout le monde utilise Tegbesouma aujourd'hui. Voilà, lui il a régné. Vous allez voir son règne ici, 32 à 114, ça fait 42 ans. Et comment il est revenu? Très bien, il est revenu quand il a appris. Bon, à l'époque, nos ancêtres étaient très forts, mystiquement. Son papa lui a dit en partant, quand ma mort va se faire sentir, du sang va couler de ces cicatrices-là. Et tu vas sentir que je ne suis pas encore mort, mais je suis près de mourir. Tu vas tout faire pour revenir. On ne sait pas comment tu vas faire, mais débrouille-toi pour être abaumé, pour prendre ma succession. Donc, un jour, il a senti quand même que la cicatrice a commencé par couler du sang. Il a dit, ah bon, ça c'est signe que mon papa veut quitter ce monde. Donc, il a créé une histoire là-bas. Les gens se sont occupés de cette histoire-là. Et lui, il a pris par les chemins détournés pour retourner à Abomey. Il est venu quelques jours après, son papa est mort. Il a pris la place de son papa comme c'était établi. Pourquoi cet animal? Très bien. Je vais expliquer cet animal. Quand il est venu, comme il est resté beaucoup longtemps dans le pays des Nago, et beaucoup de ses frères étaient prêts à prendre le trône. Mais il y avait une entente entre son papa Agadia et lui, comme quoi c'est lui qui devait prendre le trône. Donc, ses frères ont mis une feuille qu'on appelle azoma. C'est une feuille piquante. La feuille piquante, mais la feuille là existe toujours. Hein. Mon frère là peut vous chercher cette feuille là tout de suite. Vous mettez cette feuille là sur votre peau, toute la journée vous allez vous gratter le corps. Il suffit de mettre cette feuille là, on peut trouver ça juste à côté, hein. Ça existe toujours. Vous mettez cette feuille là sur le corps, vous allez gratter le corps toute la journée. Et vous allez voir que c'est un buffle, un bélier habillé. Un bélier habillé, voilà l'habit. Hein? Le dessin n'est pas très bien fait ici. Sinon, on dessine et vous allez voir que l'habit, c'est aucun bélier n'a la couleur bleue. Aucun bélier n'a la couleur bleue, comme ça. Le bleu, là, symbolise, c'est une couleur qu'aucun animal ne porte, sauf les oiseaux. Hein? Le bleu, cette couleur bleue-là, symbolise l'habit que le bélier a porté. Et ça veut dire quoi en fond? Aoudja, Boko. Bon, Clan-Clan-Glo. Ça veut dire quoi? Ses ennemis qui sont ses frères ont mis cette feuille piquante-là dans l'habit de chefferie que lui devait porter. Et c'est le seul habit qu'il devait porter. Malgré que cet habit-là est piégé, il a porté ça quand même. Mais ses frères attendaient que, portant cet habit-là, rapidement, il va encore se déshabiller. C'est signe qu'il a refusé le pouvoir. Pour montrer à ses frères qu'il ne va pas refuser le pouvoir, là,
il a porté l'habit, il a dit qu'il est le buffle qui a porté un habit qui sera difficile de déshabiller le buffle habillé. Il sera difficile de déshabiller un buffle habillé. Aoudiago comme clon clon glo. C'est venu dans une chanson populaire. On chante aujourd'hui Aoudiago comme yon kolon de weya. Ça dit Aoudiago comme clon clon glo. Le buffle s'est habillé, il sera difficile de le déshabiller. J'ai fini avec ce monsieur. Nous allons aller à l'autre roi. Ce roi, il s'appelle Pengla. En fond, ça veut dire caillou fort. Un caillou fort. Pengla. Ça veut dire que quoi? La pierre dans l'eau ne craint pas le froid. Une pierre jetée dans l'eau ne craint pas le froid. Qu'est-ce qui lui a donné ce nom? Lui, il est le frère de l'autre monsieur. Ici, la succession s'est faite de frère en frère et non de père en fils. Quand l'autre monsieur Tegbeso a fini de régner, ses enfants voulaient continuer la succession, mais les sages du royaume ont trouvé mieux de donner le pouvoir à son jeune frère qui s'appelle Pengla. Pourquoi Pengla? Sa maman, quand sa maman l'a mise au monde, les coépouses de sa maman ont mis le bébé dans une calebasse qu'ils ont jetée dans l'eau de ruissellement. Et cette calebasse est allée dans un pays voisin où une vieille dame lavait son linge dans le fleuve. Et la vieille dame n'avait jamais accouché d'un bébé. Et quand la vieille dame a entendu le cri d'un bébé, la vieille dame a pris la calebasse et a trouvé que c'était un enfant à l'intérieur. Et cette vieille dame a commencé par élever cet enfant-là. Donc c'est d'où lui il a tiré son nom. La pierre tombée dans l'eau ne craint pas le froid. Il est né, on l'a retrouvé dans l'eau, mais il n'est pas mort. Lui aussi, il a régné. Ce que lui il a fait dans son règne, et qui est important, les Anglais avaient un appétit sur le Dahomey et voulaient prendre le Dahomey. Donc, comme le système des Anglais, c'était les indirect rule. En anglais, on dit indirect rule. Le pouvoir est indirect. Le pouvoir indirect, c'est-à-dire les Anglais ont donné un canon, un canonnier au royaume d'Oyo, toujours dans l'intention de conquérir le royaume de Dahomey. Quand lui, là, il vend de ça, là, les Anglais étaient dans la ville de Badagry. Lui, là, il vend de ce que les Anglais ont donné un canonnier à ses ennemis d'Oyo, à Badagry. Je peux continuer toujours? Il a décidé d'une guerre, juste pour aller prendre ce canonnier-là. Pour aller prendre ce canon-là, et son dispositif du canon-là. Lui, il a décidé d'une guerre, et c'est cette guerre-là qui a permis au royaume de Dahomey de s'étendre jusqu'au Nigeria voisin, dans la ville de Badagry. Donc, le canon se trouvait avec les Yoruba à Badagry. Il fallait aller arracher cette arme que le Dahomey n'avait pas. Le Dahomey n'avait pas à l'époque un canon. Mais les ennemis du Dahomey avaient un canon. Donc, il ne faut pas aller permettre aux ennemis du Dahomey d'aller prendre ce canon-là et l'utiliser contre le Dahomey. Donc, lui, il a décidé d'une guerre pour aller arracher ce canon-là à ses ennemis et l'amener au royaume. Et là, on a profité aussi pour conquérir Badagry. Dans le Nigeria, aujourd'hui, vous allez voir une petite ville qu'on appelle Badagry. C'était le Dahomey qui s'est étendu jusque là-bas et c'est lui qui a fait ça. Et il a tiré son nom fort de ce que son bébé a été mis dans une calebasse, mis dans un eau de ruissellement et a été retrouvé dans un fleuve. Il a dit, donc, comme il n'est pas mort dans le fleuve, il a dit, je suis la pierre dans l'eau qui ne craint pas le froid. Vous allez voir une pierre, la pierre représentée par cette pierre noire-là, dans l'eau qui est blanc. Et le dessinateur a bien mis ici, le caillou n'a pas froid dans l'eau. C'est une autre forme d'explication. Et vous allez toujours voir, à côté des emblèmes des rois de Dahomey, il y a toujours une arme de guerre. Un fusil ou bien une épée ou bien un coupe-coupe, tout ça. Parce que ça montre le caractère belliqueux, le caractère guerrier de notre royaume. Nous sommes des guerriers. On est prêt à nous battre avec les armes comme les armes blanches comme les armes à feu. Bon, maintenant, c'est le tour de ce roi qu'on appelle Agonglo.
À Gongolo, pourquoi? Lui, avant de devenir roi, il est le fils de celui-là, il est le fils de Kwengla. Hein. Avant de devenir roi, la succession au trône s'est toujours passée dans la bagarre. Aucun pouvoir ne se donne gratuitement. Donc lui aussi, il a eu à se battre avec ses frères un peu. Et il était adossé à un rognier un jour. Et la foudre a battu ce rognier-là. Mais lui, il était sous le rognier, il était contre le rognier. Mais la foudre n'est pas arrivée à l'abattre lui. C'est contre lui qu'on a dressé la foudre. Les Africains de l'époque étaient capables de manipuler la nature. Tout à l'heure, tout de suite, on peut provoquer la pluie ici et maintenant. Mon petit frère qui est rentré, lui, il peut provoquer la pluie. Comme ce Zémi-Diana peut provoquer la pluie. Nous sommes capables de provoquer la pluie. Donc, ça, c'est la version améliorée de l'autre époque, ça. L'autre époque, on peut faire même agir la nature sous diverses formes. On veut de toi, on peut t'abattre avec la foudre, on provoque la foudre. Donc, ces ennemis ont provoqué la foudre, mais la foudre a battu le sommet de l'arbre, mais lui, il était contre cet arbre de rognier. Et il n'a pas été abattu. Donc, il a dit, comme l'ananas est au ras du sol, la foudre n'arrive jamais à abattre l'ananas. C'est une loi naturelle. La foudre abat les cibles qui sont en hauteur et non les cibles qui sont en basse hauteur. Donc, l'ananas est un fruit qui pousse au ras du sol. L'ananas ne prend pas beaucoup de taille pour grandir. Donc, la foudre peut abattre l'ananas, le rognier et non l'ananas. Donc, lui, vous allez voir que son épée est particulière. C'est en dents de scie. Lui, il a été le premier à armer ses guerriers. Il a armé ses guerriers avec une épée en dents de scie. Lui, il a développé plus la culture, les danses. Il a créé le temple vaudou. L'Insoukwe, c'est lui, à son époque. Le vaudou des princes. À son époque, il a dit que le peuple n'allait plus, le peuple doit changer de vêtements, d'habillement. Donc, il a créé le tissage de tissu. C'est-à-dire, quand on fait le tissage, c'est lui qui a inventé ça. Il a copié ça sur d'autres peuples, mais il a implanté à Abomey. Et c'est dans son palais qu'on fait ça le plus. Le tissage, les tissus tissés là. C'est lui qui a inventé ça. Il a embelli le vaudou, il a organisé le vaudou. Et la culture, comment danser les différentes danses pour donner la beauté au royaume. C'est lui qui a fait ça. C'est à son époque aussi le trône qu'on retrouve aussi au royaume. Avant, c'était les tripodes. Les tripodes, les sièges avec 3 pôles, 3 sièges. À son époque, il y a eu le contact avec le royaume Ashanti du Ghana. Et les Ashanti ont transmis leur trône qu'on va voir plus tard. Voilà tout ce que lui a fait. Donc Guézo, comme vous le connaissez déjà, j'ai parlé longuement de Guézo parce qu'on est allé plusieurs fois dans son palais. C'est le roi qui a révolutionné, qui a modernisé le peuple. C'est lui qui a changé la rue. On va voir tout ça dans son palais là-bas. On est dans son bicentenaire déjà, vous allez voir ça là-bas. Il a modernisé le peuple. Et je vais vous dire beaucoup sur lui là-bas. Donc on va vite passer chez lui ici. Et c'est lui, il a réformé le peuple. Glélé, c'est l'enfant de Guézo et le papa de Béanzin. Glélé, lui, quand il a pris le pouvoir jeune. Il a tiré au pouvoir, il a fait 31 ans au pouvoir. Et à son époque, lui aussi s'est beaucoup donné à la culture. Ce qu'il a fait beaucoup, c'est la culture. Il a donné de la beauté à d'autres cultures. C'est ce qu'il a fait beaucoup. Et il a fait la guerre. Il a fait la guerre au royaume de Kétou. Il a intégré le royaume de Kétou totalement. Sous son règne, il a intégré le royaume de Kétou totalement. Et il a aussi signé le premier traité avec les Français qui permet aux Français de faire du commerce à Cotonou. C'est lui qui a dit aux Français, vous pouvez faire du commerce à Cotonou, nous payer 18 000 francs l'année. Vous voyez, c'est lui. Hein? Le pain. Non, je crois que ça, il n'y a aucun pain ici, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce couteau, c'est, je vous ai dit avant que on avait toujours un emblème de guerre chez nos rois parce que nous sommes un peuple guerrier. C'est tout. Lui, il a fait beaucoup la culture
il a fait les guerres, surtout avec les royaumes du Nigeria, Beokuta, et tout, et tout, et tout. Et Ketu, Ikpenle, Kobé, tout, c'est lui qui a intégré tout ça. Béhanzin, j'ai longuement parlé de Béhanzin, je ne vais pas dire beaucoup de choses sur lui. C'est lui qui a refusé que les Français devaient prendre Cotonou. C'est lui qui a été contre la sécession de Porto Novo. Porto Novo était un royaume, bien sûr, mais un royaume qui dépendait du royaume d'Abomey. Le roi Tofa Ier, qui est son grand frère, bon, grand frère comment passer, les Porto-Noviens et les Abomey sont des cousins. Et pour l'œuf et le requin. Ça va, il va dire pour l'œuf et le requin, parce que j'ai beaucoup dit sur lui, sur la place Goro déjà. Lui, il a dit, je suis le requin capable de renverser les navires des Blancs. Avant, il n'y avait pas des avions. Les Français devaient venir à notre pays par les navires. Et il a dit qu'il va renverser les navires. L'œuf tenu précieusement dans une main veut dire le Dahomey est comme un œuf. L'univers tient l'œuf que la terre désire. Les étrangers, les ennemis du Dahomey représentent la terre. Si on laisse l'œuf tomber sur terre, l'œuf va se briser. Ça veut dire que quoi? Quand on laisse le Dahomey dans la main de ses ennemis français, le Dahomey risque de s'écraser comme un œuf. Donc lui, Béhanzin, il tient précieusement le Dahomey comme l'univers a précieusement conçu l'œuf. Le Dahomey est précieux comme un œuf que lui, Béhanzin, représentant l'univers, tient le Dahomey précieusement entre ses mains. Voilà. Et quand il va laisser le Dahomey dans la main des Français, le Dahomey risque de se briser. Donc il faut tout faire pour garder le Dahomey intact, sans interférence des Français. Il ne faut jamais laisser le Dahomey dans la main des Français. Est-ce que lui, il veut signifier? Il y a une pipe. Lui, il a une pipe particulière. Sa pipe est longue. Et c'est les Espagnols qui lui ont offert ça. Et sa pipe-là est en or. Il a une pipe en or, mais une longue pipe. Pour fumer sa pipe, il tient avec l'avant-bras comme ça et il fume. Donc, on lui reconnaît sa pipe particulière. Et voilà. Vous avez vu ceci-là, qui est pas une arme, mais un bâton de commandement. Un bâton de commandement. Voilà. Ce que ça veut dire, son emblème. C'est lui qui a fait le combat avec les Français. C'est lui qui a lutté pendant 4 ans avec les Français pour que les Français ne s'accaparent pas de notre royaume. Bon, on est au niveau du dernier roi. Le dernier roi, c'est Agoli Agbo. Ça veut dire quoi, Agoli Agbo? Vous allez voir un pied qui se heurte contre quelque chose. Vous allez voir une main qui tient solidement quelque chose. Vous allez voir un balai. D'accord? Et vous allez voir aussi une hache. Je vais vous expliquer tout ça un à un. Quand Béhanzin est parti en exil, en Martinique, et le peuple venait de sortir de 4 années de guerre. Donc il y avait encore ce que les Anglais appellent les casualties. Il y avait encore les effets de la guerre et les effets collatéraux. Un tout petit peu avant. Je vais aller. J'ai dit, après Béhanzin, est venu son jeune frère qui était le chef d'état-major de l'armée du Dahomey. Notre armée avait un chef d'état-major qu'on appelle le Gaou. Le Gaou était, en fond, ça veut dire chef d'état-major. Donc Béhanzin a donné ce rôle à son jeune frère, Gouchini. Et il a été à ses côtés en luttant contre les Français. Je vous ai dit à la place Goro que les Français ont commencé par monter les enchères. Si Béhanzin ne venait pas, on va confier notre Dahomey au roi Tofa de Porto Novo, ou bien on va confier notre Dahomey au roi du Nigeria, d'Oyo. Pour que ceci n'arrive pas, Béhanzin a dit à son frère, Gouchili, garde le Dahomey, je vais aller rencontrer le roi des Français et je vais revenir. D'accord? Et en prenant le Dahomey, vous allez voir, je suis assez symbole maintenant. En prenant le Dahomey, comme ça se passe pendant les défilés au drapeau, il a pris le Dahomey, solidement, il a dit, Dahomey.
je tiens le Dahomey solidement et aucun ennemi ne pourra venir me l'arracher. Il a dit, je tiens le Dahomey solidement et aucun ennemi ne pourra venir me l'arracher. Grand frère, tu peux partir, le Dahomey sera en sécurité. Et le balai signifie les effets collatéraux de la guerre seront balayés. En France, ça veut dire le balai qui a balayé la devanture et balayé la maison et la maison est devenue très propre. C'est ça ce balai. Ce pied est très important. Le pied là, avec cette embûche qui est là, est très important. Tu as dit qu'après la guerre contre les Français, le royaume ennemi du Dahomey croyait que le Dahomey était tombé. Il a dit non. Le Dahomey a trébuché, mais est resté debout. Le Dahomey a juste trébuché devant la France, mais le Dahomey est resté debout. Donc, gare aux étrangers, gare aux ennemis. Le Dahomey a trébuché, le pied contre une embûche, mais le Dahomey est resté debout. Et n'est pas tombé. Et là que là veut dire beaucoup de choses sur le pied, qui est resté debout. Quand le Dahomey a fini sa guerre et que lui est venu au pouvoir, les royaumes qui défendent, les territoires qui dépendaient du Dahomey voulaient se libérer. Hein? Et il y avait le peuple d'Agonli, un village voisin, qui voulait se libérer de la tutelle d'Abomey. D'accord? Et à Agonli, il y a un village qu'on fabrique, où on fabriquait les... à Agonli, vous voulez voir, il y a un village où on fabriquait les arcs. Et un autre village où on fabriquait des fusils. Pour quitter Abomey et rentrer dans le village d'Agonli aujourd'hui, dans la ville d'Agonli d'aujourd'hui, on rencontre la ville, ou bien le quartier où on fabriquait les armes à feu. Et pour finir le village d'Agonli, il y a le quartier où on fabriquait les arcs. Et il a dit, comme le peuple d'Agonli a voulu déclarer sa libération, sa sécession, il a dit, je suis le roi qui a brisé les fusils des Gonlino à tuer. Ça veut dire que quoi? J'ai détruit les fusils de nos frères Agonli à tuer. Et je suis allé briser les arcs à Dasso. C'est pourquoi il y a ce quoi là. Donc voilà, le pied, ça veut dire le Dahomey a trébuché, mais est toujours resté debout, n'est pas tombé. Le balai, ça veut dire on va balayer les affres de la guerre. Et cette main qui tient solidement le Dahomey dit, je tiens solidement le Dahomey et aucun ennemi ne pourra l'arracher. Voilà, on a fini de faire le tour de tous les rois. C'est le dernier roi. Le dernier roi, il a été le dernier roi. Qu'est-ce qui s'est passé après lui alors? Après lui, ses frères ont commencé par prendre la succession et la colonisation a commencé. Et les Français ont morcelé le royaume en cantons. Les Français ont morcelé parce que, malgré la présence des Français, le peuple du Dahomey ignorait la présence des Français et continuait toujours à obéir au roi du Dahomey. Donc, comme le peuple est toujours fidèle à son roi, les Français, pour fragiliser le royaume, ont morcelé le royaume en cantons, dirigés par les frères de ce monsieur. Les frères de Béhanzin, toujours, parce que Béhanzin et lui sont des frères aussi. Donc, tous les enfants de leur papa Glélé, on leur a confié les cantons. Donc, c'est ce qui s'est passé après lui, ça. Donc, la colonisation a commencé et le royaume était fragilisé par les cantonnats, les systèmes de cantons.